Ce programme vous est offert par Illico Cash. Fin de travaux des assises de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes ce vendredi. Le premier président, Jimmy Munganga, a promis d'éveiller sur la rigueur dans les contrôles. Bavure policière au Congo central, l'agent de police principal André Mapatika Layuma, commis à la garde du maire de Matadi, a été condamné à 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes et dissipation des munitions de guerre. Le directeur général des Télé 50 poursuit son itinérance dans les Haut-Katanga. Ce vendredi, il a visité le nouveau terminal VIP de l'aéroport de la Luano. Grâce à Jakabula Katoué, un terminal VIP a été construit pour améliorer les conditions de voyage des passagers. Le service national poursuit sa vaste campagne de distribution des bancs dans les écoles et universités de Kinshasa. Ce vendredi, c'était le tour de l'INBTP. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré les nouvelles installations des Silikine Village. Il s'agit du grand HB Entrepreneuriat et Innovation de la République démocratique du Congo et d'Afrique centrale, une initiative du groupe Texaf qui s'inscrit dans l'engagement de l'État congolais à réduire la fracture numérique et à positionner la technologie comme moteur de croissance durable conformément au plan national du numérique Horizon 2025. Merci d'accueillir son Excellence Monsieur le Président de la République. Premier à prendre la parole devant le Président de la République, le directeur général du groupe Texaf s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, croissance économique et de progrès social. Pour le directeur général de Silikine Village, ce bâtiment réhabilité dont l'inauguration intervient ce jour se veut être un catalyseur pour les talents congolais et internationaux. Intervenant au nom du gouvernement, le ministre des PTNTIC estime que Silikine Village se place comme un pilier stratégique de l'écosystème du numérique congolais. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, une manière de lancer les activités dans cet espace de start-up et de coworking. C'est un bâtiment qui est construit sur une superficie de 6000 m², qui abrite des entrepreneurs, des start-up via nos espaces de travail que nous avons conçus spécialement pour eux. Donc nous avons environ 200 postes de travail en coworking, ce qui veut dire donc c'est pour les petites entreprises qui n'ont pas de grosses équipes. Ils ont aujourd'hui la possibilité de venir travailler au centre-ville en prenant un desk, un poste de travail, et ils ont accès à Internet et à l'électricité. À Silikine Village, on accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets à différents stades de maturité. Aussi bien une personne qui a une idée ou quelqu'un qui a une entreprise mais qui a du mal à se développer commercialement. On propose des programmes d'accompagnement pour les aider à se développer et également à obtenir des financements. Les bénéficiaires des services offerts par Silikine Village n'ont pas manqué des mots. Je suis fier de dire que Yango est la première entreprise qui a signé le contrat pour avoir un bureau ici. Donc depuis le début du projet, on a fortement cru qu'il fallait être là. Un projet tel que le projet de Silikine est un projet où il fait des acteurs. Il ne faut pas juste des bureaux, il ne faut pas des bureaux vides, il faut des bureaux avec des acteurs qui vont faire bouger les choses. Donc j'y ai cru. Et j'ai signé le contrat pour avoir un bureau ici. Silikine Village est né du désir de contribuer à réduire le chômage par le développement des compétences et favoriser un environnement où le start-up, national comme continental, peuvent prospérer. En justice, d'abord, fin ce vendredi des travaux des assises de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, lancé lundi dernier par le chef de l'État. 5 jours durant, les magistrats et les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes ont battu un travail de titan, celui d'examiner les points inscrits à l'ordre du jour de ces assises, à savoir le recrutement de nouveaux magistrats, la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités, la promotion des magistrats ainsi que la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge légal.
Conformément à la loi organique de 2018, l'Assemblée générale extraordinaire s'est penchée sur 4 points, notamment les recrutements de nouveaux magistrats, la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités, la promotion des magistrats, ainsi que la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge légal. Des questions débattues sans complaisance et en toute liberté au sein de la commission du statut et de la carrière des magistrats, et ce, avec la participation de tous. Dans son discours de clôture, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a fait savoir aux magistrats de la confiance que le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, place à cette institution. En ma qualité de président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, j'avais convoqué l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes en session extraordinaire avec un ordre du jour déterminé qui contenait 4 points, à savoir le recrutement de nouveaux magistrats, la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités par les ordonnances numéro 22/67, 22/68 et 22/69, signées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jimmy Munganga a ensuite exhorté les magistrats et les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes à l'assainissement de l'environnement de la gestion des finances et des biens publics. Je ne permettrai jamais de dérapage dans l'exercice des missions de la Cour des comptes. Je n'admettrai jamais de la part des collègues des comportements contraires aux devoirs de leur État, à l'honneur ou à la dignité de leur fonction. Le premier président de la Cour des comptes a en outre promis de veiller sur la rigueur dans le contrôle. Et le Conseil supérieur de la magistrature a organisé du 10 au 11 octobre 2024 des activités à l'intention des officiers des polices et judiciaires de la ville de Kinshasa en vue de renforcer leurs capacités sur des questions de santé sexuelle et reproductive en ce qui concerne les principes et la procédure sur l'avortement. Ces assises ont été organisées en étroite collaboration avec l'ONG Action Justice Maintenant. Juste après, il a organisé une autre activité avec les magistrats. Cette activité de 2 jours vise le renforcement des capacités des OPJ de la ville de Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, la coordonnatrice de l'ONG Action Justice Maintenant, Keta Marie, remercie le Conseil supérieur de la magistrature pour l'intérêt porté sur ces travaux qui permettront aux officiers de police judiciaire et au parquet de parler les mêmes langages sur les questions de santé sexuelle et reproductive, principalement en ce qui concerne les principes et procédures sur l'avortement sécurisé, un fait qui fait partie des droits de la santé des femmes. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndumba Kilima, a salué la tenue de ces assises qui visent la formation des formateurs des OPJ pour une meilleure prise en compte des principes dans le cadre des avortements. Après ces Télésphore Ndumba Kilima a rejoint les magistrats dans une autre activité à même ligne basée sur la mise à niveau des formateurs des magistrats sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Il vous souviendra que nous avons réécrit le procédure disciplinaire qui a été publié en 2011. On a enrichi ce document 13 ans après et que le guide disciplinaire est presque prêt, il est à l'impression et sera bientôt distribué auprès des magistrats. Mais avant sa distribution, nous avons estimé qu'il était opportun qu'on puisse sensibiliser les magistrats à l'éthique et à la déontologie professionnelle, ainsi qu'à la formation à ces guides disciplinaires. L'installation des points focaux figure également parmi les sujets phares de cette rencontre. Les OPJ constituent les premiers maillots de la chaîne judiciaire permettant une meilleure collaboration avec les parquets. La situation socio-humanitaire dans l'est du pays préoccupe au plus haut point la République d'Algérie, ce qui a justifié les échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et l'ambassadeur d'Algérie. Les 2 personnalités ont échangé sur les questions humanitaires et voir dans quelle mesure les 2 pays peuvent collaborer. Après avoir entendu les cris de détresse lancés par la population dans l'est de la RDC, l'Algérie est la première nation à répondre. La République algérienne démocratique et populaire, via son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Mohamed Yazid Bouzid,
a été reçu par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, en présence d'autres personnalités et de membres du cabinet. Leurs échanges ont tourné autour de l'aide humanitaire destinée à la population de l'Est, signée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, par les billets de son ambassadeur en RDC, qui justifie ces gestes par les bonnes relations d'amitié qui existent entre Alger et Kinshasa. Et c'est une aide qui va renforcer le rapprochement entre les deux peuples. J'ai eu l'opportunité donc de rappeler la position officielle de mon pays par rapport à la crise sévissant dans cette région et qui perdure depuis de longues années, en accent sur la nécessité de la cessation immédiate et définitive des hostilités, la relance des tractations politiques entre toutes les parties impliquées dans le conflit pour parvenir à un accord de paix définitif et durable. Ému par cette considération, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a remercié la République sœur d'Algérie au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement congolais dirigé par Judith Suminwa. Social, humanitaire et compatissant et la main sous les cœurs. Le président Félix Tshisekedi est unique à son genre, insiste Aziza Mounana. Pour elle, ce geste est une réponse à toutes ces qualités qu'il regorge. L'aéroport international de la Loano à Lubumbashi présente un nouveau visage. Grâce à Jacques Kabila Katoué, un terminal VIP a été construit pour améliorer les conditions des voyages des passagers. Ce vendredi, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, a visité ce bijou. Reportage de Jean-Marc Nkoulou et Teddy Okita ainsi que Hassani Vinalo. Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabila Katoué, l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi s'offre une cure de jouvence. En effet, un nouveau terminal VIP vient d'être érigé, répondant ainsi aux exigences d'un accueil digne de personnalités les plus distinguées. Désormais à Lubumbashi, vous allez vous asseoir sur des salons comme ça. On se croit à la maison, tout simplement. Mais quelle maison? Ces nouveaux joyaux architecturaux, fruits d'une vision partagée avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, offrent un cadre d'attente exceptionnel aux voyageurs VIP. On a mis un système d'accueil, un système de réservation. Oui. Vous pouvez réserver à partir de la maison ou à partir de l'hôtel où vous êtes. Oui. Vous appelez notre réception et nous avons tout un grand service. Donc nous commençons, par exemple, vous êtes venu ici à Lubumbashi, comme dans peu de temps vous allez rentrer à Kinshasa. Oui. Le jour de votre voyage, nous on va passer très tôt matin chez vous. On récupère vos valises, on récupère tout. D'accord. Donc on vous assure que nous préparons le tout bien avant que vous arriviez. Vous allez arriver seulement pour vous détendre un petit peu et prendre votre avion et on vous récupère, on vous remet. D'une capacité d'accueil de 50 personnes, ce terminal dispose d'un mobilier haut de gamme, d'un restaurant raffiné et d'un bar cosy. Chaque détail a été pensé pour offrir un moment de détente et de sérénité avant l'embarquement. C'est ici où vous devez... On va à l'aéroport, enfin au tarmac. Des formalités à l'embarquement, les clients sont pris en charge. En séjour de travail à Lubumbashi, Jean-Marie Kassamba a palpé les conforts des lieux. Grâce à ces nouveaux équipements, l'aéroport international de la Loano se positionne désormais comme une référence en matière d'accueil VIP en Afrique centrale. Une réalisation qui marque une nouvelle étape dans le développement de la République démocratique du Congo. Je le disais au sommaire, le tribunal militaire garnison de Matadi a rendu son verdict jeudi 10 octobre dans l'affaire des tirs contre une manifestation d'élèves à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. L'agent des polices principales, André Mapatikala Yuma, commis à la garde du maire de Matadi, a été condamné à 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes et dissipation des munitions de guerre.
10 octobre 2010, 10 octobre 2024. Cela fait exactement 14 ans depuis la création du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne, dirigé par son autorité morale, initiatrice et gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. À cette occasion, une manifestation a été organisée en présence de la secrétaire générale du parti et du président ad intérim, ainsi que les cadres et militants. C'est un parti qui s'est imposé dans l'arène politique à travers les leaderships de son autorité morale et gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui matérialise la vision du chef de l'État. C'est dans ces cadres que le secrétariat général, à travers son secrétaire général Gina Machala, a organisé une activité commémorative pour célébrer avec humilité ses 14 ans d'existence. Juste après la prière, la chef d'administration du parti FIDEC a devant les députés et sénateurs ainsi que plusieurs invités souligné que cette célébration est d'une part pour réfléchir sur l'avenir du parti et son engagement politique d'autre part. 14 ans après, FIDEC semble accompli sous le leadership de son autorité morale, dans la force de sa vision et de ses principes de gestion, à l'engagement des uns et des autres entre nous. En sa qualité du président AU du parti, Dédé Moupassa a indiqué que le Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne a émergé du néant jusqu'à se trouver une place au panthéon du pouvoir de la nation grâce au leadership de son initiatrice et gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Notre parti a, en 14 ans, su gravir la cursus honoris et grandir. En effet, il a constitué autour de lui une plateforme politique, Fifi Masuka Saini, membre de l'Union sacrée de la nation avec 26 députés nationaux, dont 9 de FIDEC, 4 sénateurs, 2 ministres nationaux, 36 députés, un gouverneur, un vice-gouverneur aussi au Maniema. Ça mérite des applaudissements pour ce genre d'effort. Rappelons que cette manifestation a été clôturée par les gâteaux d'anniversaire et un repas pour tous les membres venus. Le premier atelier régional pour l'Afrique centrale a eu lieu à Lubumbashi le 10 et 11 octobre 2024 sous les thèmes développement de plateformes multi-acteurs sur la biodiversité, accroître les contributions aux stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité et aux activités de l'IPBS. Reportage de Jean-Marc Nkoulou et Hassani Vinalo. 84 experts venus de 24 pays ont abordé les questions en lien avec la création de plateformes nationales pour faciliter le dialogue entre différents acteurs de la biodiversité et l'intégration des connaissances des plateformes intergouvernementales, sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, IPBS en sigle. Honoré d'avoir accueilli ces assises, le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba, a souligné l'importance de cet atelier pour l'Afrique centrale. Des États, des nations dépend justement des savoir-faire, d'une ressource humaine comme celle-ci, à mesure justement de participer à cette prise en charge. C'est une question urgente. C'est pour ça que cette formation justement, qui provient d'un consortium de plusieurs États, plus de 24 États nous venons de citer et la cohorte qui se trouve ici justement est en mesure de donner réponses pertinentes et adéquates sur des questions de déforestation qui sont des questions de responsabilité collective. Le docteur Henning Sommer, responsable du projet CABES, a quant à lui encouragé les échanges entre différents pays de la région. Le même vœu a été formulé par la secrétaire de l'IPBS. Au nom de la ministre d'État en charge de l'environnement, M. Daniel Moukoubi, chef de division de l'environnement, a ouvert et clôturé ses assises. Invité au café de presse du cadastre minier à Kinshasa, le ministre des Mines a réitéré la volonté du gouvernement, celle de faire l'assainissement profond dans ces secteurs. Kizito Pakaboma a également fait appel aux investisseurs étrangers dans sa démarche pour valoriser les ressources minérales de la République démocratique du Congo. Nathalie Yoko signe ce reportage.
Le cadastre minier n'a pas dérogé à sa règle, celle de rendre compte au public de ses avancées en tant que maillot de la chaîne du secteur de mines en RDC. Pour cette 3e édition trimestrielle, l'honneur est fait au ministre national de Mines sous le thème « Le défi et perspectives liées à l'approvisionnement responsable en minerais » issu de l'exploitation artisanale. Le ministre Kizito Pakabouma a réitéré la volonté du gouvernement de procéder à un assainissement profond du secteur de mines pour renflouer davantage les caisses du trésor public. Il envisage à cet effet plusieurs réformes majeures, parmi lesquelles la revitalisation de l'inspection générale de mines et la création d'une autorité de régulation et de commercialisation des minerais stratégiques. Toutes nos structures seront mobilisées pour faire en sorte que ces aspects, ces dispositions prises dans les textes de la République soient des dispositions qui sont mises en place, appliquées, et que tout contrevenant se fera sanctionner. Le mine a également lancé un appel afin qu'il accompagne la RDC dans sa démarche de valorisation de ses ressources minérales. Mettre en place avec nous, comme ça il n'y a pas d'équivoque là-dessus, de mettre en place avec nous tout ce qui doit être fait, de telle sorte à ce que le minerai soit reconnu comme des minerais pour une production responsable et que cette production soit achetée directement auprès du... Le cadastre minier promeut de revenir dans 3 mois pour une nouvelle édition de redevabilité. Ce vendredi 11 octobre, le monde célèbre la Journée internationale de la jeune fille sur les thèmes « La vision pour l'avenir de la jeune fille ». Pour laisser son empreinte, l'Association des femmes et jeunes pour le développement communautaire a tenu une série de formations des filles en vue de favoriser l'autoprise en charge. La célébration de la Journée internationale de la jeune fille n'est pas passée inaperçue pour l'Association des femmes et des jeunes pour le développement communautaire. Ce vendredi 11 octobre, plusieurs jeunes filles ont été sensibilisées sur l'apprentissage des métiers en vue de favoriser l'autoprise en charge pour faire développer l'économie du pays et réduire le plus possible les taux de chômage en RDC. Nous, à l'Association des femmes et des jeunes pour le développement communautaire, nous avons aussi saisi de cette occasion pour dire à chaque jeune fille ici présente que son avenir lui appartient. Elle est obligée de faire un effort pour réussir dans la vie. Si ses parents n'ont pas fait ce choix-là de les scolariser, mais aujourd'hui avec l'association, elle apprend le métier, elle est obligée d'apprendre, de se former, de se forger pour une performance, pour un avenir meilleur pour elle-même d'abord et pour la société que nous sommes. Pour cette année, au niveau international, les thèmes retenus est la vision pour l'avenir de la jeune fille, un thème que cette structure tient à appliquer tout au long de cette année. L'Association des femmes et des jeunes pour le développement communautaire est une structure qui encadre les jeunes filles par des formations, notamment l'esthétique et la coupe-couture. À l'occasion de ce 10e anniversaire, le 8 mars 2025, l'Association des femmes et des jeunes pour le développement communautaire prévoit une série de formations à l'intention de jeunes filles. L'entreprise minière Glencore a organisé sa 6e conférence annuelle le mardi dernier. La rencontre a rassemblé un éventail d'invités, parmi lesquels des diplomates pour des échanges ouverts au public. Glencore en a profité pour parler de sa responsabilité sociétale, notamment son engagement dans les domaines de l'environnement, le social et la gouvernance, de la traçabilité et de la durabilité. Le cadastre minier n'a pas dérogé à sa règle, celle de rendre compte au public de ses avancées en tant que maillot de la chaîne du secteur de mines en RDC. Pour cette 3e édition trimestrielle, l'honneur est fait au ministre national de Mines sous le thème « Le défi et perspective ». Comme chaque année, la conférence annuelle a rassemblé des intervenants de grande renommée, dont les ministres des Mines Kizito Pakabouma, l'ambassadeur de Suisse en RDC, du président du conseil d'administration de la GECAMINE, de la directrice générale de la Standard Bank en RDC, de la responsable du développement durable chez Glencore International et un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme.
En débat ce jour au centre Gaumont de Kinshasa, la durabilité du secteur minier en RDC. Les participants ont abordé les enjeux critiques du secteur minier alors que Glencore a vanté son engagement pour une exploitation minière responsable. Nous sommes une entreprise industrielle et nous n'avons pas besoin d'enfants dans les mines. On a pris des enfants, on les a plutôt emmenés à Kinshasa pour venir participer à une conférence. Vous avez vu que dans les images que vous avons montrées, nous avons des écoles que nous construisons, nous avons des camps de vacances d'été. C'est pour vous dire que nous pensons que la place de l'enfant est à l'école. Dans l'assistance figuraient aussi des participants notables, parmi lesquels la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Nicole Boacha, venue assister à la présentation des réalisations de Glencore. On a une politique de reforestation, donc on a tout ce qu'il faut pour justement empêcher la destruction de l'environnement et surtout que nous le faisons avant même la fin de la vie de notre mine pour qu'à la fin de la vie de notre mine, tout l'espace que nous avons eu à exploiter, puisse être réhabilité. La première ministre Judith Souminois Toulouka, qui n'a pas pu assister à la conférence en personne, a néanmoins contribué à la discussion via un message vidéo. Dans son intervention, elle a souligné l'importance des pratiques minières responsables pour favoriser un développement durable. Rendons-nous à présent en Ituri. Honoré Mouloumbakala, la directeur générale du Fonds forestier national, poursuit sa mission d'inspection des projets lancés par cette entité publique à Bunia. Ce lundi, le numéro 1 du FFN a tenu d'importantes réunions avec les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'environnement ainsi que le personnel du FFN en vue de maximiser davantage les recettes selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une mission d'évaluation des projets exécutés par les Fonds forestiers national en Ituri, le numéro 1 de ces services de l'État, Honoré Mouloumbakala, a initié différentes rencontres avec des partenaires, acteurs et coopératifs œuvrant dans le secteur de l'environnement. Ce lundi, ces délégués de la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a tenu une séance de travail d'environ 2 heures avec les membres de la FEC de l'Ituri, l'un des partenaires privilégiés de l'État congolais. Ces derniers ont réitéré leur engagement qui est celui de travailler ensemble et une autre étape était concentrée essentiellement aux audiences. Ici, les coopératives minières, pétrolières, exploitants forestiers ont été sensibilisés par les DG de ces services étatique sur l'importance du paiement des taxes en vue de maximiser les recettes au profit du trésor public. Nous avons compris que la matière n'est pas bien comprise et qu'il fallait, une séance de pédagogie ou une séance pédagogique et nous devons continuer à faire cela, à vulgariser pour faire comprendre les droits des uns et les devoirs des autres. Des discussions qui se sont poursuivies jusqu'au 8 octobre, cette fois-ci avec les agents et cadres du FFN, antenne provinciale. De ces discussions, de nouvelles perspectives en vue de redorer l'image de ces services de l'État en Ituri ont été annoncées. Le gouvernement militaire a s'accaparé de cela et quand nous construirons ce grand parc, vous verrez plus de 200 à 1000 camions être bloqués parce que nous devons vérifier s'ils ont payé ou pas. Signalons que depuis 2019, l'année où Honoré Mouloumbakala a été promu à la tête du FFN, cette entité de l'État connaît des fortes mobilisations des recettes grâce notamment au travail bien fait du patron du Fonds forestier national qui applique sans contrainte la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la conduite de son directeur général, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail budgétisé annuel 2024, pris part du 3 au 4 octobre 2024 à Bruxelles à la 14e édition du Forum Europe-Africa Investment durant ces assises qui ont été organisées sous l'œil vigilant du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le directeur général de l'ANAPI a invité les investisseurs de faire de la République démocratique du Congo leur destination privilégiée. Ces assises, organisées sous le patronage du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, étaient une occasion d'échange
entre les acteurs économiques européens et africains dans le but de promouvoir les investissements et les partenariats commerciaux entre les deux continents. Dans sa prise de parole, le professeur Bruno Chibangu, directeur général de l'ANAPI, entendez Agence nationale pour la promotion des investissements, qui s'est penchée sur les efforts fournis par le gouvernement de la République démocratique du Congo en matière d'assainissement du climat des affaires afin de faire du pays l'un des meilleures destinations d'investissement en Afrique, a invité les investisseurs présents de venir en RDC dans différents secteurs prioritaires définis par le gouvernement afin de permettre à ce grand pays d'Afrique de passer d'une économie entière, comme il est le cas pour l'instant, à une économie diversifiée à base productive large. En respectant alors les mots d'ordre du chef de l'État de la République démocratique du Congo qui a voulu que, juste pour diversifier l'économie, qu'on puisse partir d'un secteur minier vers les autres secteurs en incitant sur la promotion de l'agriculture, par exemple. La deuxième journée de ce forum a été dédiée à l'atelier dénommé Investir en RDC. Ce cadre a permis à l'ANAPI de présenter les potentiels économiques du pays dans le secteur précité du pays, tout en présentant pour chacun de ces secteurs, ces investisseurs pourront notamment s'élancer dans l'éclaircie après l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, la santé et l'éducation. La deuxième journée de ce forum a été dédiée à l'atelier dénommé Investir en RDC. Ce cadre a permis à l'ANAPI de présenter les potentiels économiques dans le secteur précité tout en présentant pour chacun de ces secteurs les besoins réels du pays. Amélioration des conditions d'études dans des milieux académiques, le service national continue son programme de don des bons pupitres. Après l'UNIKIN, l'UNICIC et l'IEC, c'est le tour de l'INBTP où un lot important des bons pupitres a été remis. Nous sommes dans les hauteurs de Mangalima. Une cargaison, pas comme les autres, entre dans l'enceinte de l'Institut national des bâtiments et travaux publics. C'est le service national qui débarque. Avec lui, 200 bancs sortis tout fraîchement de son atelier de l'Ansele. Le geste, devenu pratiquement un rituel, ne perd rien de la grandeur de sa portée. Comme dans les écoles, instituts supérieurs et universitaires publics, bien avant lui, l'INBTP est bénéficiaire du respect de l'instruction du président de la République. Félix Tshisekedi veut l'amélioration des conditions d'apprentissage, un pari qu'il est en passe de gagner grâce au service national. Nous sommes ici parce que conduits par le vent du changement voulu par le chef de l'État dans le but d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants. Sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris la distribution gratuite des bancs pupitres dans les écoles publiques, les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur du secteur public. Des bancs fabriqués par des bâtisseurs et remis à d'autres bâtisseurs. Voilà de quoi créer un partenariat qui va aller au-delà de cette cérémonie. Tusengi na bâtisseurs INBTP, babakisa moins dose. Il y a patriotisme, nationalisme, de la nation. Le DG de l'INBTP salue cet apport du service national, résolument déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État dans le secteur de l'éducation. Après la mauvaise nouvelle de la découverte dans l'eau du corps sans vie de la jeune étudiante congolaise Alexandra Lumbayi en Amérique du Nord, précisément au Canada, le voix s'élève encore davantage en République démocratique du Congo pour exprimer l'indignation face à cette circonstance qui demeure encore floue. La dernière voix en date est celle de l'ONG Génération Femmes de la radio de la femme qui ont déposé leur mémorandum à l'ambassade du Canada. Nathan Diamouité pour le reportage. Ce vendredi 11 octobre 2024, le membre de l'ONG Génération Femmes et de la radio de la femme qui milite pour la promotion, protection et défense des droits des femmes, réunis comme un seul homme, ont battu le pavé à Kinshasa en se dirigeant vers l'ambassade du Canada afin d'exprimer eux aussi, à travers un mémorandum adressé aux autorités canadiennes, leur désarroi face à la mort de Alexandra Lumbayi dans une circonstance tragique. Force est de constater que notre sœur n'a pas bénéficié de la protection suffisante qui pouvait l'aider à se maintenir en vie.
Il est incompréhensible que notre sœur, notre compatriote, trouve la mort dans des circonstances si éblouissantes et si troublantes dans un pays aussi avancé comme le Canada. Nous venons donc devant le gouvernement du Canada protester pacifiquement contre les conditions quelques eurent été ayant conduit à la mort de notre compatriote et de notre sœur, mademoiselle Alexandra Martine Diengo Lumbai. Nous venons également inviter le gouvernement du Canada à accélérer les enquêtes et à rendre publics leurs résultats pour que la famille de mademoiselle Alexandra Martine Diengo Lumbai, dont la perte est immense, connaissent ne fût-ce que la vérité sur ce qui pourrait déterminer la mort tragique de leur fille, notre compatriote. Nous exigeons que celui ou ceux qui seraient responsables de ce drame soient déférés devant la justice et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et enfin, nous exigeons que la famille de notre compatriote mademoiselle Alexandra Martine Diengo Lumbai soit dédommagée conformément aux lois du Canada et de la République démocratique du Congo. Nous avons foi aux lois et aux autorités canadiennes. En déposant notre présent mémorandum, nous repartons confiantes que la justice canadienne fera son travail et qu'elle dira le droit en faveur de notre compatriote. Disparu pendant quelques jours, après des intensives recherches, le corps de Alexandra Lumbai Diengo a été repêché dans l'eau sans vie le mardi 8 octobre dernier, bien que les enquêtes soient déjà ouvertes pour déterminer réellement ce qui s'est passé, mais sa disparition et sa mort suscitent beaucoup de questions dans l'opinion sur la sécurité et les soutiens aux étudiants internationaux dans la région. Place au rappel des titres à présent. Fin de travaux des assises de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes ce vendredi. Le premier président, Jimmy Munganga, a promis de veiller sur la rigueur dans les contrôles. Bavure policière au Congo central, l'agent des polices principales André Mapatika Layuma, commis à la garde du maire de Matadi, a été condamné à 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes et dissipation des munitions de guerre. Le directeur général de Télé 50 poursuit son itinérance dans le Haut-Katanga. Ce vendredi, il a visité le nouveau terminal VIP de l'aéroport de la Loano. Grâce à Jacques Aboula Katoué, un terminal VIP a été construit pour améliorer les conditions des voyages. Le service national poursuit sa vaste campagne de distribution des bancs dans les écoles et universités de Kinshasa. Ce vendredi, c'était le tour de l'INBTP. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester fidèles à nos programmes. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Nous avons un sentiment immense. Ça fait plus de décennies, l'inspection provinciale de l'agriculture qui gorge les 7 territoires, nous n'avons jamais reçu les moyens de déplacement pour nous faciliter à atteindre facilement la population. Donc nous sommes vraiment remplis de joie. Nous remercions le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision dans l'agriculture. On doit beaucoup produire et on doit transformer les produits agricoles. Nous demandons à la population de soutenir Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, Bobo Boloko. Nous devons lui accompagner. Parce qu'il se bat afin que sa population puisse avancer, pour que sa population puisse quitter l'insécurité alimentaire. Donc nous devons lui accompagner, nous devons lui soutenir.